Bonsoir, chers amis. Je voudrais, avant de reprendre ma causerie sur le royaume de Lesotho, renouveler mes excuses pour la mauvaise qualité de la vidéo d'hier. Parce que j'avais pris l'initiative de faire cette causerie en lançant un certain nombre d'invitations dans mon entourage à diverses personnes pour assister chez moi à cette petite conférence et en même temps, bien sûr, comme je le fais d'habitude, je voulais filmer. Bon, mais j'ai joué de malchance parce que à l'heure dite de la causerie, it was raining cats and dogs, comme disent nos amis anglais. Il tombait des hallebardes à l'extérieur. Nous étions en alerte orange, ici à Bastia, et la plupart des gens que j'avais invités ne sont pas venus. En particulier, l'ami qui m'aide dans mes émissions d'RVTV. Et donc, je n'avais personne pour s'occuper de l'appareil pendant que je parlais. Je croyais l'avoir bien installé, et en fait, le cadrage, comme vous l'avez remarqué, était lamentable, donc vraiment désolé. Deuxième problème, c'est que la mémoire de mon téléphone n'était pas suffisante pour une causerie aussi longue, ce qui fait que l'appareil s'est arrêté de filmer au moment où j'en étais à peu près aux 2/3 de mon propos. Donc, je vais reprendre mon propos là où je m'étais arrêté hier. J'étais en train de vous raconter mes aventures du Premier ministre Thomas Thabane, qui a été poussé à la démission parce que sa nouvelle épouse avait été impliquée dans le meurtre de la première femme du Premier ministre. Et donc, ça a été un très très gros scandale au Lesotho, et Thomas Thabane a été lâché par tous, y compris par son propre parti, et petit à petit, il a été poussé vers la démission. Donc, je m'étais arrêté hier en vous disant que le chef de l'opposition s'était élevé contre les décisions jugées illégales du Premier ministre. Et ce chef de l'opposition, je rappelle son nom, c'était Mathibeli Mokutu, le président du Congrès démocratique. Il a clairement accusé le Premier ministre Thomas Thabane de mettre la paix en péril. Quant au Premier ministre, qui s'accrochait au pouvoir, il a justifié sa décision de déployer l'armée pour, je cite, reprendre le contrôle de la situation et prendre les mesures nécessaires contre certaines personnes et institutions qui s'en prennent à l'autorité. Fin de citation. Ensuite, sous la pression du puissant voisin sud-africain, l'armée du Lesotho a fini par retourner dans ses casernes. Une délégation sud-africaine s'est rendue au Lesotho afin de tenter de mettre fin au bras de fer entre le Premier ministre et l'opposition. Selon un communiqué de cette délégation, le gouvernement de coalition qui serait constitué s'engagerait à permettre un retrait digne, élégant et sûr au Premier ministre. Comme je l'ai indiqué dans l'émission d'hier, par le passé, l'Afrique du Sud était déjà intervenue au Lesotho lors de précédentes crises politiques. Dans cette crise en particulier, il est clair que l'Afrique du Sud a pesé de tout son poids pour obtenir la démission du Premier ministre, qui a fini par être annoncée. Initialement prévue pour le 22 mai 2020,
le Parlement accepta la démission de Thomas Tabane le 19 mai 2020, un peu plus d'une semaine avant le 81e anniversaire du Premier ministre. Il a été remplacé dès le lendemain par le ministre des Finances, Mokgweetsi Madjolo. Quant à l'épouse, la nouvelle épouse de Thomas Thabane, Messaya, elle a été officiellement inculpée pour meurtre fin novembre 2021 et emprisonnée. Mais elle bénéficia très vite d'une libération après avoir dû s'acquitter d'une exorbitante caution s'élevant à $67. La police tenta de s'opposer à cette libération, mais sans succès. Elle a pu ensuite se rendre en Afrique du Sud pour raisons médicales. Alors, un petit saut jusqu'à la période actuelle, nous sommes en 2024. Le Premier ministre s'appelle Sam Matekane. Il est né en 1958. Alors, Sam Matekane, c'est avant tout un homme d'affaires. Un homme d'affaires qui s'était lancé au départ dans l'élevage d'ânes, oui, de bourricots, avant de s'enrichir en diversifiant ses activités, notamment dans les mines. Il est aujourd'hui à la tête du groupe MGC, qui possède des intérêts dans de nombreuses entreprises, dont Gem Diamonds, qui exploite la mine de Letseng, connue pour avoir produit un diamant de 910 carats en 2018. Alors Sam Matekane est considéré comme l'homme le plus riche du Lesotho. Il finance différents projets collectifs, écoles, stades, théâtres, vaccins contre le Covid. En mars 2022, il s'est lancé dans la politique en créant son parti, qui s'appelle, ce nouveau parti, Révolution pour la prospérité. Il s'est lancé dans l'arène et a créé son parti en vue des élections législatives qui devaient se tenir le 7 octobre 2022. Alors qu'il ne faisait pas figure de favori, il a remporté avec son parti 56 des 120 sièges de l'Assemblée et il a donc frôlé la majorité absolue, ce qui l'a mis en position de force pour devenir Premier ministre. Il est parvenu rapidement à former une coalition de gouvernement avec deux autres partis, l'Alliance des démocrates et le Mouvement pour un changement économique, qui avaient remporté respectivement 5 et 4 sièges. Il est donc devenu Premier ministre du Lesotho le 28 octobre 2022. Cependant, en dehors de cette vie politique agitée, les défis pour faire sortir le royaume du sous-développement demeurent immenses. Celui du VIH-Sida en particulier est certainement le plus grand. Le Lesotho est un des pays les plus touchés par la pandémie, avec un taux de prévalence qui s'élevait en 2013 à 22,9%, soit l'un des plus élevés au monde. Il arrive ce taux est à peu près identique dans les deux pays voisins que sont l'Afrique du Sud et le Swaziland, l'Eswatini comme on l'appelle aujourd'hui. Alors, dans le cas particulier du Lesotho, cette contamination par le VIH est due en particulier à la migration des travailleurs Basotho vers les mines d'or sud-africaines. Parqués dans d'immenses hostels à proximité des mines, ces mineurs restaient célibataires jusqu'à leur retour au pays pour de brefs congés annuels. Une importante prostitution s'est alors développée autour des hostels en Afrique du Sud. Contaminés, les travailleurs Basotho ont ensuite infecté leurs épouses à leur retour chez eux. Beaucoup d'enfants Basotho sont donc devenus orphelins,
tandis que d'autres ont été contaminés par le VIH à leur naissance, du fait de la transmission mère-enfant du virus. L'espérance de vie à la naissance était de 60 ans au Lesotho en 1989, mais cette espérance de vie a chuté jusqu'à guère plus de 42 ans en 2006 en raison du VIH. C'est d'ailleurs à cette époque que j'ai effectué de nouveaux séjours au Lesotho, précisément à cause de ce problème de VIH et de malnutrition infantile. Alors cette espérance de vie remonte depuis 2006 grâce à l'accès aux traitements génériques, les fameux antirétroviraux. L'espérance de vie était de 54 ans en 2019, ce qui reste malgré tout l'une des plus basses au monde. Le Lesotho reste un pays très pauvre. En 2021, son indice de développement humain de 0,514 le classait en 168e position sur 191 pays. L'économie du Lesotho reste relativement peu diversifiée. Elle est très dépendante de l'aide internationale et des transferts effectués par les travailleurs immigrés. Travailleurs immigrés en Afrique du Sud, mais aussi sans doute au Royaume-Uni. Les importations sont largement supérieures aux exportations. Le secteur public est le premier employeur du pays. Une agriculture vivrière produit des racines et des tubercules, du maïs, du sorgho, du blé et des légumes. Mais cette agriculture vivrière, cette agriculture de subsistance, est menacée par l'érosion des sols dont j'ai déjà parlé. La population majoritairement rurale pratique aussi l'élevage des ovins et des caprins, ainsi que des bovins. Le pays, malgré sa grande pauvreté, a fait de rapides progrès sur la voie du développement. Depuis mon premier séjour en 1994, de nombreuses routes ont été construites et asphaltées, ce qui a permis de désenclaver l'intérieur, demeuré longtemps isolé du reste du pays. Je me rappelle qu'en 1994, la moitié est du pays était inaccessible par la route, c'est-à-dire la partie la plus montagneuse. Pour se rendre dans la partie est du pays, il fallait prendre l'avion, ou marcher, ou aller à cheval. Le vaste projet hydroélectrique du centre du Lesotho a généré d'énormes revenus qui ont créé les conditions d'un développement véritable. L'hydroélectricité représente désormais la principale richesse du Lesotho, surnommée le château d'eau. Château d'eau dont bénéficie l'Afrique du Sud. Dans le cadre du Lesotho Highlands Water Project, de nombreuses infrastructures ont été construites. Les principales centrales hydroélectriques du Lesotho sont, premièrement, le barrage de Katsé Dam. Il est situé sur la rivière Malibamaso. Le barrage de Katsé est le plus grand barrage du Lesotho. Il fait partie du projet de transfert d'eau Lesotho Highlands dans le cadre du Lesotho Highlands Water Project et sert à stocker l'eau pour le transfert vers l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, et en particulier les régions voisines du Lesotho, qui sont de grandes régions agricoles, en Orange et au Transvaal, sont très gourmandes en eau pour l'irrigation. Le barrage de Katsé a également une centrale hydroélectrique qui génère de l'électricité. Deuxièmement, le barrage de Mohale Dam. Il est situé sur la même rivière.
et il a les mêmes fonctions que celui de 4C. Ces 2 dernières décennies, le pays s'est donc principalement appuyé sur l'énergie hydraulique. Depuis le début des années 2000, la production d'hydroélectricité a considérablement augmenté. Aujourd'hui, la production d'électricité hydraulique reste stable. En 2021, elle représente 48,5% de la totalité d'électricité produite. Mais rappelons quand même que l'essentiel de la population, en particulier la population rurale, n'a toujours pas accès à l'électricité. Cette population rurale couvre ses besoins énergétiques principalement à partir de sources d'énergie issues de la biomasse, bois, arbustes, déchets de culture et fumier, complétées par ce qu'on appelle là-bas la paraffine. En français, je cherche le nom que l'on utilise. Vous savez, c'est ce carburant qu'on utilisait autrefois pour les lampes à pétrole, le pétrole lampant, je crois qu'on l'appelle en français, et qu'on l'on trouve dans les stations-service. Ce carburant est de moins en moins utilisé en Occident, et en France en particulier, mais là-bas en Afrique australe, il est très largement utilisé par la population. Je me rappelle au Malawi, c'est là que j'ai découvert ou redécouvert ce carburant, appelé là-bas également la paraffine. Quant aux ménages urbains, ils utilisent principalement la paraffine, complétée par la biomasse, le gaz et le charbon de bois bien sûr. La reprise du secteur minier, notamment l'exploitation du diamant, qui se place en tête des exportations, est très prometteuse. L'industrie textile se développe également. Le Lesotho est devenu le premier exportateur de vêtements africains vers les États-Unis. De nos jours, les mines sud-africaines n'accueillent pratiquement plus de travailleurs étrangers. Vous vous rappellerez sans doute, chers amis, des émeutes xénophobes qui se sont déroulées à plusieurs reprises dans les grands centres urbains d'Afrique du Sud, dans les townships, où la population sud-africaine s'en est pris violemment aux travailleurs immigrés du Lesotho, du Mozambique, du Zimbabwe, mais aussi de plus loin, du Malawi, voire même d'Ouganda. Le trop-plein de main-d'œuvre Basotho ne peut donc plus vraiment s'écouler vers l'Afrique du Sud. Alors, des accords commerciaux conclus avec les États-Unis, connus sous le nom d'AGOA, African Growth and Opportunity Act, ce qui signifie loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique. C'est une loi adoptée par le Congrès des États-Unis en mai 2000, dans le but de faciliter l'accès au marché états-unien des produits en provenance de pays africains acceptant les principes de l'économie libérale. Lors du lancement de l'AGOA, ces pays étaient au nombre de 31. Ils sont maintenant 34 à bénéficier de cette loi. Ils ont été beaucoup plus il y a quelques années, mais certains pays ont été rayés de la liste par les autorités états-uniennes du fait de coups d'État militaires, d'atteintes aux droits de l'homme, ou comme par exemple l'Ouganda, de lois criminalisant l'homosexualité. Alors, cette loi, certes, elle a profité aux pays africains, mais elle a largement profité à la République populaire de Chine. Je m'explique. Lorsque ce programme a été lancé, cette AGOA, cela a incité des compagnies chinoises à s'installer au Lesotho pour y produire des vêtements en coton chinois, lesquels vêtements étaient ensuite exportés aux États-Unis
où ils entraient hors taxe grâce à leur étiquette Made in Lesotho. Ces entreprises chinoises donnèrent du travail à des milliers de Basotho. Mais lorsque l'administration états-unienne exigea que le tissu utilisé soit originaire du pays exportateur, les Chinois préférèrent fermer tout simplement leurs usines et licencier leurs employés. J'en profite pour signaler que la chemise que je porte aujourd'hui est une chemise Made in Lesotho. Vous pouvez voir les motifs de cette chemise qui représentent le chapeau traditionnel des Basotho. Parlons un petit peu du système politique du royaume du Lesotho. Comme je l'ai déjà indiqué hier, il s'agit d'une monarchie constitutionnelle, laquelle est dotée d'un parlement bicaméral. L'Assemblée nationale compte 120 membres élus pour 5 ans, et le Sénat, quant à lui, a 33 membres qui sont tous nommés. La constitution du Lesotho a été adoptée en 1993, mais elle a été depuis plusieurs fois remaniée. Elle a restauré le multipartisme. Le pouvoir exécutif appartient au gouvernement. Le pouvoir législatif est partagé entre le gouvernement et les 2 chambres du Parlement, Assemblée nationale et Sénat. Le pouvoir judiciaire, quant à lui, est indépendant. Le rôle du roi est essentiellement honorifique et protocolaire. N'ayant plus d'autorité exécutive, il ne peut pas intervenir activement sur la scène politique. Alors je voudrais maintenant dire quelques mots au sujet du souverain actuel, le roi Leslie III. Il est monté sur le trône du Lesotho à 2 reprises, comme je l'avais expliqué hier. À sa naissance, il s'appelait David Mohato Bereng Seeiso et il est né le 17 juillet 1963 à Morija. Le 12 novembre 1990, à la suite de l'exil forcé de son père Moshoeshoe II, il lui a succédé, et ce jusqu'au 25 janvier 1995, date à laquelle il dut abdiquer en faveur de son père, rentré d'exil. Mais à peine un an plus tard, le 7 février 1996, il accéda au trône pour la seconde fois à la suite du décès accidentel de son père, lequel est décédé, comme je l'ai expliqué hier dans l'émission, dans un accident de voiture le 15 janvier 1996. Alors Leslie III a été couronné le 31 octobre 1997. Quelques mots au sujet de ses études. Leslie III a fait ses études au Royaume-Uni, à l'Ampleforth College, avant de revenir au Lesotho en 1980. Il a obtenu une licence de droit à l'Université nationale du Lesotho en 1984 et un diplôme de droit anglais à l'Université de Bristol. Il a étudié la sociologie du développement à Cambridge et l'agronomie au Wye College. Le souverain, nous l'avons vu, assure des fonctions essentiellement honorifiques. La Constitution de 1993 dispose que le roi ne peut s'immiscer dans les affaires politiques du royaume. En l'an 2000, Leslie III a épousé Anna Karabo Motsoneng, qui est devenue la reine Masenate Mohato Seeiso, avec laquelle il a eu deux filles et un fils. Ce dernier, Lerotoli David Mohato Bereng Seeiso, est né le 18 avril 2007 et il est devenu, à sa naissance, prince héritier. Il est donc appelé à succéder à son père le jour venu. Il a aujourd'hui, né en 2007, 17 ans. Une chose est sûre en ce qui concerne ce petit pays enclavé, totalement enclavé. Son avenir proche et lointain continuera à être lié à celui de son puissant voisin. Une Afrique du Sud dynamique économiquement
ne pourra que favoriser le développement du Lesotho. Malheureusement, l'Afrique du Sud, l'économie de l'Afrique du Sud est loin d'être resplendissante depuis quelques années. La monarchie du Lesotho est toujours très respectée par le peuple Basotho et elle demeure la garantie de l'unité nationale et de la stabilité. Mais la question principale, celle qui préoccupe la majorité des Basotho, c'est de savoir si le royaume a enfin retrouvé une paix et une stabilité définitives afin de pouvoir faire face aux véritables défis auxquels il doit faire face. L'extrême pauvreté, le chômage, l'érosion de ces terres arables, le VIH-Sida, la tuberculose. Le petit royaume fait encore face à de nombreux problèmes qui, pour quelques-uns, sont bien sûr indépendants de sa volonté et sont liés à, bien sûr, l'Afrique du Sud. Sa situation géographique constitue évidemment un handicap certain. Voilà, chers amis, j'ai fini de vous parler du Lesotho. Je voudrais conclure en disant que j'ai beaucoup aimé ce pays dans lequel je me suis rendu à au moins 3 reprises. J'ai vu beaucoup de changements entre ma première visite en 1994 et mon retour au Lesotho pour des visites de travail en 2008, 2009, je crois. Je l'ai dit, le réseau routier a été étendu. Je l'ai constaté avec plaisir. Je me rappelle qu'en 1994, j'avais traversé le Lesotho de part en part avec une voiture. Je venais du Mozambique. J'étais venu par la route depuis le Mozambique. J'étais rentré au Lesotho à Maseru, la capitale. Et ensuite, après avoir visité Maseru, j'avais traversé tout le pays pour aller à Durban, la capitale du Natal en Afrique du Sud. Mais j'étais passé par le territoire du Lesotho. Donc, j'avais traversé tout le pays jusqu'à Katchasnek. Katchasnek est un poste frontalier très haut en altitude, je ne me souviens plus l'altitude de ce col, mais il y faisait très froid et il neigeait même lorsque j'ai accompli les formalités d'immigration pour quitter le Lesotho et ensuite pour entrer en Afrique du Sud. Mais entre Maseru et Katchasnek, le voyage avait duré longtemps et c'était tout par des pistes. Des pistes relativement bonnes, sauf qu'il pleuvait, nous avons de la pluie et je me souviens que nous avons dû traverser au moins 2 gués, traverser la rivière. La voiture que j'utilisais à l'époque, c'était, pour les connaisseurs, c'était une Toyota Carib Sprinter, censé être un véhicule 4x4. Mais c'était un véhicule relativement bas, c'était pas un gros 4x4. Et donc, j'ai dû traverser avec ma Carib Sprinter 2 cours d'eau par des gués. Alors, petit détail amusant, dans cette voiture que j'avais achetée reconditionnée au Japon, tout était écrit en japonais. Et je me rappelle qu'il y avait des explications concernant le 4x4 sur le pare-soleil de la place chauffeur. Mais c'était tout en japonais. Quelques mois plus tard, j'ai demandé à une collègue japonaise de me lire ce qui était écrit sur ce pare-soleil, et l'une des choses qu'elle m'a dites, qui était écrite, c'était que ce véhicule n'était pas fait pour traverser les cours d'eau. Alors, j'avais dit en plaisantant que je devrais envoyer une carte postale à M. Toyota pour l'informer que la Toyota Carib Sprinter est capable de traverser des cours d'eau, puisque j'en ai traversé 2 au Lesotho. Voilà, chers amis, je vous laisse en vous recommandant
de visiter le Lesotho. C'est un pays qui ne vous décevra pas, où le dépaysement est assuré. Un pays qui a une riche culture, un fort particularisme. Nous l'avons vu dans l'émission d'hier. Pour de nombreuses raisons, il est un pays très particulier. Un pays en altitude, où l'air est bon, où il fait parfois très froid, où l'on peut même skier. Donc voilà, je recommande vraiment la destination Lesotho, qui est une destination peu connue et peu courue, je dois dire. Lors de mon dernier séjour, donc il y a une quinzaine d'années, il n'y avait pas encore de très grands hôtels au Lesotho, mais pour les personnes qui ne sont pas à la recherche du grand confort et du grand luxe, on peut trouver des petits hôtels très propres et très convenables au Lesotho. Je vous remercie pour votre attention, chers amis, et encore une fois, excusez-moi pour tous les inconvénients de la vidéo d'hier. Je vous rappelle, s'il vous plaît, si vous appréciez mes émissions, je vous demande de vous abonner à ma chaîne RVTV, c'est gratuit, de cliquer sur j'aime si les émissions vous ont plu, et surtout, ce que j'apprécierais beaucoup, c'est que vous laissiez des commentaires, quelle que soit la langue que vous utilisez. C'est toujours réconfortant pour celui qui passe des heures à préparer ces émissions et ensuite à les mettre en ligne, de trouver des commentaires. Ça lui montre que le sujet n'a pas laissé indifférent et que, même si ce sont des critiques, au contraire, n'hésitez pas, j'aime bien la controverse, à condition qu'elle soit toujours naturellement courtoise. Merci encore et à très bientôt pour une nouvelle émission d'RVTV. Allez, au revoir.